Monsieur Jean-Marie Tétart pour les Républicains. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, après cet exposé de mon collègue, je ne sais pas très bien si dans l'avenir je préférerais bénéficier de son ravissement ou de son étonnement, parce que finalement c'est à peu près de même nature. Je crois quand même que je veux féliciter mon collègue Bertrand Pancher pour ce projet de résolution, parce que ce n'est pas de l'opportunisme. Je crois qu'il est opportun de refaire un débat entre le budget que nous venons de voter et l'ouverture de la COP21. Et puis, finalement, cette résolution nous adresse deux invitations, l'une qui est d'augmenter massivement l'aide publique au développement, l'autre qui est à faire de la coopération décentralisée un instrument incontournable de sa mise en œuvre. Alors, je reçois 5 sur 5 ces deux invitations. Et je voudrais rappeler, puisque mon collègue Dufaux a indiqué que cette résolution était pleine de banalités qui étaient conformes à la loi d'orientation et de programmation dite loi Canfin. Je voudrais regretter vraiment que cette loi s'appelait orientation et programmation, dans laquelle il n'y avait aucune programmation. Et s'il y avait une programmation, nous aurions pu être peut-être beaucoup plus constants sur le vote des crédits. Je dois aussi dire que j'avais été agréablement surpris par l'accord unanime de cette Assemblée pour augmenter les crédits, que ce soit l'initiative du groupe SRC qui aurait négocié avec le gouvernement, qui leur corrige sa copie après avoir fait une grosse erreur de calcul, mais finalement, ensemble, ensuite, nous avons obtenu un certain nombre d'avancées. Et quand vous rappeliez, chers collègues, que 225 millions, je crois, avaient été obtenus dans cet hémicycle de plus à affecter, qu'importe le montant, parce que quand on voit que vendredi soir, il y a un certain vendredi, en fin de débat budgétaire, je pense que ce n'était pas sur la proposition du groupe SRC, que le ministre du Budget, juste avant les remerciements, avant que chacun s'auto-félicite pour dire qu'on a tous bien travaillé, a enlevé 162 millions sur les 220 et quelques qui étaient mis. Je crois qu'il vaudrait mieux avoir le franchise de le dire aussi à cette tribune, parce que finalement c'est une régression et l'effort qui a été fait cette année n'est pas aussi important que celui que nous espérions. Donc je voudrais rappeler à mon tour que la l'APD française est en baisse, qu'un sursaut avait été obtenu, il a été réduit nuitamment dans ce que j'ai appelé un petit hold-up budgétaire. Je rappelle aussi que la COP21 va conditionner l'avenir de notre monde, ça c'est une banalité aussi, va le conditionner sur sa capacité à atténuer le réchauffement climatique à un niveau qui rende encore possible la maîtrise de ses conséquences par des mesures d'adaptation. La COP21 ou le Grand Paris, pourrait-on mettre en sous-titre, non pas avec un S, mais avec un I simplement, ce Grand Paris ne pourrait être gagné que si le plus rapidement possible, les populations des pays les plus pauvres ont accès à l'ensemble des services de base qui rendent supportable le présent et leur laissent espérer un avenir. Comment, effectivement, chers collègues, imaginer d'impliquer ces populations dans des dynamiques d'atténuation, de préservation des ressources naturelles, de développement durable, quand elles n'ont pas accès aujourd'hui aux services de base, quand elles n'ont ni accès à la santé, ni à l'éducation, ni à l'eau, ni à l'assainissement, ni même à un revenu minimal qui puisse les sortir de l'extrême pauvreté. Mission impossible donc, et la COP21 devra reconnaître ce préalable, et la France devra être au cœur de ce combat. La France est en guerre contre l'État islamique terroriste. Elle défend ainsi ses libertés, ses valeurs, sa façon de vivre, sa culture, son histoire, son futur. La France est en fait aussi en guerre contre l'État islamique terroriste qui sape aussi les dynamiques de développement dans nombre de pays africains. Elle les sape par une déstabilisation institutionnelle et une insécurité permanente. Elle les sape par son obscurantisme moyenâgeux, refusant l'accès à l'éducation, à la santé, au confort de vie, déniant aux femmes tout droit. La France doit donc mener cette autre guerre, cette guerre du développement, la guerre contre la pauvreté, la guerre pour l'éducation, la guerre pour l'accès à la santé, la guerre pour l'accès aux services de base. Mais la France peut-elle encore jouer un rôle majeur dans la coalition pour l'aide au développement? Se donne-t-elle encore les moyens pour la mener? Peut-on mener cette guerre sans armes et sans munitions? Que constate-t-on? Réduction budgétaire inacceptable depuis 2012, et notamment sur la partie dons. Les dons restent indispensables, je l'ai entendu dans cet hémicycle tout à l'heure. Les dons ne sont pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux pour les 14 pays prioritaires, et notamment pour le développement des services sociaux. En effet,
Le développement des services sociaux ne sera un succès que s'il est acceptable par les populations en fonction de leurs revenus. Et dans l'équilibre économique de délivrance de ces services, on peut imaginer tous les partenariats publics-privés, tous les mixtes prêts-dons. C'est bien le don qui fera qu'à un moment donné, un service est acceptable et délivré à un coût acceptable par les populations. On nous annonce, le président de la République avait annoncé 0,7% du RNB en 2030. Je crois que lorsque mon collègue Dufaux parle de vœux à cette époque, qu'on soit à 1% en 2030 ou à 0,7% en 2030, je préfère quand même un objectif à 1%. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces promesses de moyen terme soient assorties de paliers, de la fixation de paliers. Et un premier palier pourrait être effectivement qu'en 2017, la maison soit aussi propre qu'elle était en 2012 au niveau de l'aide au développement, c'est-à-dire qu'on retrouve au moins le même taux en 2017 qu'en 2012. Le gouvernement pourrait au moins s'honorer d'avoir laissé simplement stable le niveau de notre aide publique au développement. Et puis, un danger aussi. On voit une remise en cause permanente des financements innovants ou une hésitation maladive à en envisager d'autres. Je crois que dans l'impasse budgétaire où est notre pays, qui ne sait plus dégager des marges pour l'aide au développement, effectivement, nous avons besoin de ces financements innovants, qu'ils soient considérés comme additionnels ou qu'ils soient que simplement fusionnels par rapport à l'aide budgétaire. Et je crois que nous n'avons pas hésité dans un pays qui était le pays du principe pollueur-payeur. Eh bien, je pense que nous pouvons avoir un principe de perturbateur-réparateur ou destructeur-reconstructeur, mais qu'il faut effectivement, dans un certain nombre de domaines, que l'on s'applique à voir ces financements innovants développés. Je pense que l'adossement à l'AFD, de l'AFD à la CDC, dont nous ne connaissons pas encore tous les contours, devra réserver effectivement une part importante aux dons. Alors cette situation est inacceptable, mais s'il faut des armes et des munitions, il faut aussi des troupes. Et je crois que vous avez raison, cher collègue Pancher, de nous faire invitation à renforcer les troupes que sont celles que peuvent fournir la coopération décentralisée et les ONG. Je crois qu'aujourd'hui, ONG, société civile, collectivités locales sont bien l'armature de ce qui peut être une coopération efficace sur le terrain. Pourquoi ? Eh bien, je crois que si nous pensons que le développement territorial à la base est la clé du développement pour les pays en voie de développement, eh bien, il n'y a aucune façon de se passer des collectivités territoriales françaises qui ont cette expérience à transmettre. Cette expérience à transmettre, pas simplement en assistance technique, pas seulement en échange d'expérience, en formation, mais assistance technique, échange d'expérience, formation sont en fait concentrés à chaque fois sur un projet. Et je crois que cette assistance technique, cette formation, cet échange d'expérience n'ont de sens que s'ils sont appliqués à un projet et dans le temps. Sinon, ça ne restera que des formations académiques. Donc, elles ont cette capacité, les collectivités, de se projeter dans la durée et aussi de faire des coalitions d'acteurs locaux qui peuvent amener des compétences complémentaires pour, dans la durée, je le répète, mener un projet. Et je ne pense pas qu'en époque de décentralisation complète dans notre pays, l'État ait encore les moyens, sinon d'envoyer des experts et des bureaux d'études coûteux, enseigner en quelque sorte ou partager ce qu'est la gestion locale. Seuls les maires, les présidents de conseils généraux, départementaux ou régionaux ont cette possibilité. Alors vous allez me dire, comment le faire ? Comment faire qu'il y ait beaucoup plus de villes qui s'engagent ? Eh bien, je crois qu'effectivement, il faut fournir un argumentaire. Il faut fournir un argumentaire aux collectivités qui peuvent avoir peur en période de montée des extrêmes, qui peuvent avoir peur en moment de réduction des dotations de l'État à s'engager, à expliquer à leur population pourquoi on s'engage. Eh bien, je crois qu'il faut fournir un argumentaire. Je crois aussi qu'il faut un cofinancement plus massif des interventions. Aujourd'hui, pour en faire l'expérience moi-même, aller chercher des crédits, c'est répondre à des appels à projets. L'appel à projet est souvent le signe d'une insuffisance de crédit que l'on distribue de manière un peu très sélective avec des cahiers des charges très compliqués. Je crois qu'il faudrait effectivement que l'AFD et les ministères puissent avoir un fonds de coopération décentralisé qui vienne supporter de manière massive et encadrer l'action des collectivités locales. Ce n'est qu'à cette condition, je crois, qu'avec des financements qui soient sérieux, qui soient crédibles, qui soient reconnaissables par les organisations internationales,
Je crois que et avec la coopération décentralisée s'ajoutant à l'action des ONG, que la France pourrait retrouver un rôle de chef de coalition dans la guerre pour l'aide au développement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise